Autusso. Merci, monsieur. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, c'est un vrai bonheur de retrouver le Maroc après 2 ans et demi de pénitence. Et c'est très agréable de retrouver les amis ainsi que la gastronomie marocaine. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à parler d'un sujet qui sera beaucoup moins scientifique que celui d'Éric Renard, mais qui alimentera votre réflexion, puisqu'il s'agit des recommandations thérapeutiques, savoir si elles sont applicables partout ou bien s'il faut se fier à des spécificités géographiques et ou bien si on peut donc avoir des recommandations universelles. Alors voilà mes liens d'intérêt. Fort heureusement pour moi, je n'ai pas de conflit, simplement des liens. Alors les recommandations, comme le dira Madame Bordier tout à l'heure, se sont profondément modifiées au fil des années. La première grande étude, bien sûr, c'est l'UCAPDS, 1998, c'était à Barcelone, où pour la première fois, on a montré que soigner les diabétiques, c'était une bonne chose et ça permettait d'éviter les complications. Jusque-là, on n'était pas absolument certain. Et la première étude que les plus anciens d'entre nous connaissent, qui était l'UGDP, montrait que finalement, en utilisant des sulfamides et de l'insuline, eh bien, les diabétiques mouraient beaucoup plus. Et puis, 10 ans plus tard, 3 études ont été publiées en 2008, Accor, Advance, VADT, qui ont montré qu'il ne fallait pas aller trop loin, et notamment dans Accor, lorsqu'on surtraitait les patients diabétiques, eh bien, on majorait la mortalité. À la suite d'un article qui a fait beaucoup de bruit, qui est l'article de Nissen sur la rosiglitazone, qui était d'ailleurs relativement faux, eh bien, cet article montrait que les patients traités par rosiglitazone avaient une augmentation de leur risque cardiovasculaire. L'ADA et l'EMA ont imposé aux firmes pharmaceutiques d'effectuer des études de sécurité cardiovasculaire pour toutes les nouvelles molécules. Et là-dessus, eh bien, on s'est rendu compte que finalement, non seulement certaines classes médicamenteuses n'étaient plus que neutres sur le plan cardiovasculaire, c'était le cas notamment des DPP4 qui étaient tout à fait neutres, eh bien, certaines classes étaient beaucoup plus efficaces et permettaient une protection cardiaque et rénale, c'est le cas des analogues des récepteurs du GLP1 et des inhibiteurs des SGLT2. Alors, cela aboutit à la rédaction et à la publication toute récente, vous voyez ici, d'une recommandation de l'ADA et de l'EASD. Je vous ferai remarquer que c'est relativement complexe et que ça ressemble quand même beaucoup à une usine à gaz, mais je laisserai Madame Bordier le détailler tout à l'heure pour vous montrer que finalement on arrive à s'y retrouver, mais c'est quand même un peu compliqué. Et puis, une autre partie de ces recommandations, c'est une approche holistique. Alors, holistique, c'est un nom très commun, mais très, très original, mais qui signifie qu'il faut prendre le patient en charge de façon globale. Et c'est ce que signifie ce dessin aussi, qui n'est pas d'une simplicité élémentaire. Alors, j'ai voulu faire le point avec les amis du Maghreb pour savoir s'il y avait des recommandations actuelles sur le plan du traitement des patients diabétiques de type 2. Alors, j'ai contacté les amis des 3 pays. En Tunisie, il n'y a pas de recommandations récentes. En Algérie, il y a eu des guides qui ont été édités en 2005 et 2015 et des recommandations avaient été rédigées en 2000 qui étaient globalement conformes avec les recommandations internationales, mais elles n'ont pas été publiées, elles sont restées dans un tiroir. En revanche, il y a un consensus maghrébin sur l'utilisation des insulines prémix qui a été diffusé, et ces insulines prémix, comme vous le savez, sont très utilisées au Maghreb. Pour ce qui est du Maroc, il y a un référentiel pour la prise en charge du diabète qui est sur le point d'être publié à l'initiative de la Société marocaine des sciences médicales. Donc, vous l'aurez très bientôt. Et globalement, là aussi, ce document est tout à fait voisin des recommandations internationales, mais il est adapté aux habitudes marocaines, notamment en ce qui concerne les insulines prémix. Alors, actuellement, quelles sont les recommandations? Bien, les plus récentes et les plus recommandées, je dirais les plus recommandables, sont celles de l'ADA et de l'EASD et celles de la SFD qui ont été publiées au mois de décembre 2021. Mais la question fondamentale, c'est est-ce qu'elles sont connues?
est-ce qu'elles sont appliquées et est-ce qu'elles sont applicables partout? C'est là-dessus que je voudrais insister. Alors, sont-elles appliquées? Je prendrai un exemple qui est celui du Royaume-Uni, une publication qui a été faite en 2022, très récente, donc, à partir d'une base administrative qui couvrait 15 millions de personnes. Et le but de cette étude était d'évaluer l'évolution des prescriptions des agents antihyperglycémiants entre 2006 et 2020 chez les patients diabétiques de type 2 qui présentaient une maladie rénale chronique et donc pour lesquels, en théorie, certaines classes médicamenteuses devaient être utilisées. Et donc les auteurs ont identifié, vous voyez, un grand nombre de patients, 38 000 avec une maladie rénale chronique et 230 000 patients diabétiques de type 2 toujours, mais sans maladie rénale chronique. Alors les résultats sont quand même assez intéressants puisqu'entre 2006 et 2020, la prescription de la metformine a diminué régulièrement, mais elle reste cependant le traitement de première ligne préférentiel comme le signale et le stipule toutes les recommandations, qu'il existe d'ailleurs une maladie rénale chronique ou non. Le recours aux inhibiteurs des SGLT2 ont augmenté pendant cette période, mais de façon contre-intuitive, plutôt chez les patients sans maladie rénale chronique par rapport à ceux qui avaient une maladie rénale chronique et pour lesquels, en théorie, un inhibiteur des SGLT2, une glyphosine est indiquée. Merci. Au Royaume-Uni, la prescription des analogues des récepteurs de GLP1 reste confidentielle puisque moins de 5% des patients reçoivent ce traitement. Et enfin, les IDPP4 et les sulfamides se maintiennent à un niveau élevé, y compris chez les patients présentant une maladie rénale chronique pour lesquels, en général, on contre-indique la prescription des sulfamides hypoglycémiants. Alors, comment expliquer ce décalage entre les recommandations qui visent à parfaire la prise en charge des patients diabétiques et à éviter les complications, et puis les pratiques, ce qu'on constate tous les jours, dans tous les pays, et y compris et notamment en France. Alors, tout d'abord, il y a le coût et le remboursement des médicaments. Ceci est évidemment très variable selon les pays. La disponibilité des médicaments, parce qu'on n'a pas dans tous les pays tous les médicaments. L'importance de la pauvreté et de la précarité, le manque de formation des praticiens et qui conduit à l'inertie thérapeutique, puisqu'il faut savoir, en France, je ne sais pas si c'est le cas au Maroc, mais en France, plus de 90% des patients diabétiques de type 2 sont suivis par des médecins généralistes et moins de la moitié ont un référent diabétologue. Du côté des malades, c'est le défaut d'observance et d'adhésion thérapeutique, et puis la barrière de la langue et des croyances socioculturelles qui sont importantes à prendre en considération, et je vais reprendre tous ces points. Alors tout d'abord, le coût des médicaments. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez une notion précise de combien coûtent ces médicaments, mais on part de 5 € par mois pour la metformine, les sulfamides, ce n'est pas très cher. Il y a un bon au niveau des IDPP4, 24 €, et puis ensuite, les inhibiteurs des GLT2, c'est quand même beaucoup plus cher. Et la palme revient aux analogues des récepteurs du GLP1, puisque en moyenne, c'est 87 € en France. Je n'ai pas regardé quels étaient les prix au Maroc. 87 € par mois, ce qui est quand même assez cher pour les analogues des récepteurs du GLP1. Pour les insulines, la moins chère, c'est la NPH. Et puis la glargine 100 est très utilisée, bien sûr, elle est un peu plus chère. Et puis les nouvelles insulines sont plus chères, mais vous voyez, il y a un décalage entre la Degludec et la glargine 300, mais il faut savoir qu'en général, il faut faire 20% de plus en termes d'unités pour la glargine 300. Alors enfin, le remboursement de ces médicaments est variable selon les pays. En France, nous avons la chance pour nos malades qui sont en ALD, c'est-à-dire en maladie de longue durée, d'avoir une prise en charge à 100%, mais il reste tout de même, pour certains, une prise en charge insuffisante. Et puis, dans beaucoup de pays, tous les malades ne sont pas pris en charge complètement, et il y a certaines professions, notamment les militaires ou les fonctionnaires, si je ne me trompe pas, qui sont pris en charge alors que les autres ne le sont pas. Et dans les centres de santé, tous les médicaments ne sont pas disponibles, et notamment les insulines, c'est uniquement de l'insuline NPH. Je m'attends au pire dans les questions que vous allez me poser, parce que je ne suis pas parfaitement au courant de ce qui se passe dans votre pays. Alors, la disponibilité des médicaments, donc, comme je vous le disais, tous les médicaments ne sont pas disponibles partout. Et en France,
Pour les inhibiteurs des SGLT2, nous sommes arrivés après le Maroc. Et pendant très longtemps, nous étions, avec la Moldavie et l'Albanie, les seuls pays qui n'avaient pas droit à ces médicaments. Ça a été vraiment une perte de chance pour nos malades. Cela est dû aux procédures administratives qui varient selon les pays et qui retardent beaucoup la mise sur le marché. Et ce qui fait que le choix des traitements doit être nécessairement adapté à la disponibilité des différentes classes médicamenteuses, de façon à se conforter aux recommandations. Il s'agit donc d'un frein évident. Alors j'insiste sur la précarité et la pauvreté, parce qu'il est évident que dans certains pays, et on va le voir en France aussi, eh bien, la précarité des personnes rend très difficile le suivi des recommandations. Pour un patient précaire qui vit dans la rue, sa priorité, c'est avant tout de trouver à manger et de pouvoir dormir au chaud. Disons que la perspective des complications dégénératives du diabète à long terme, c'est un peu une utopie et un autre monde. Si bien que c'est très difficile d'aller leur faire des recommandations, d'autant qu'ils sont des déficits financiers qui vont rendre difficile l'achat des médicaments nécessaires. Et vous voyez, en France, qui consacre un tiers de son produit intérieur brut à la protection sociale, eh bien, la pauvreté et la précarité n'ont pas disparu, puisqu'il y a plus de 2,5 millions de foyers sans ressources qui bénéficient du RSA, c'est-à-dire du revenu de solidarité active. Et ceci est d'autant plus grave que la prévalence du diabète de type 2 est plus élevée dans les régions françaises les plus pauvres, et notamment outre-mer. Dans les pays émergents, eh bien, la pauvreté et la précarité touchent encore plus les populations. Et un faible statut socio-économique est associé à un risque accru de développer un diabète de type 2. Et donc, ces facteurs socio-économiques défavorables eh bien, s'ajoutent aux difficultés personnelles des malades pour expliquer la médiocrité de l'équilibre glycémique, comme le montre l'étude Discover, et objective le décalage qu'il y a entre les recommandations et ce qui se passe dans la pratique. Alors, j'avais eu l'opportunité de faire une mission à l'initiative de l'ASFD à Mayotte. Mayotte, qui est une île département français, une île des Comores, 101e département français. Et on a été un peu effarés de voir les conditions de vie des patients, puisqu'il y a là-bas le plus grand bidonville de France, la plus grande maternité de France, parce que toutes les Comoriennes viennent accoucher dans cette île. Et voilà ici les conditions de vie d'un jeune diabétique de type 1, avec ici le coin... oh, pardon. Pardon. C'est ça. Ici, vous avez le coin traitement du diabète, avec, bon, il y avait probablement un peu d'insuline qui traînait par là. Et donc, on se rend compte que entre ces conditions de vie et la recommandation qu'on peut voir dans l'ADA-EASD, il y a un fossé qui me paraît tout à fait insurmontable. Alors, dans ces recommandations, il y a une page qui est consacrée au choix des médicaments hypoglycémiants qui ont pour objectif de limiter les coûts. Alors, chez des patients qui ne sont pas aux objectifs malgré les modifications du mode de vie et la metformine, qui est le médicament le moins cher, eh bien, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser en association soit les sulfamides, soit les glitazones dans les pays où ces médicaments sont encore disponibles. Et si les objectifs ne sont pas atteints, eh bien, de passer à une triple thérapeutique orale, et puis enfin avec une insuline basale, une insuline basale de moindre coût, donc de la NPH, si on n'y arrive pas. Le second point sur lequel il faut insister, c'est le manque de formation des praticiens, qui aboutit à une inertie thérapeutique. Enfin, comme je vous l'ai dit, 90% des patients diabétiques de type 2 sont suivis par des médecins généralistes. Et il ne faut pas leur jeter la pierre parce que leur rôle est complexe et il faut qu'ils connaissent des recommandations qui concernent les lombalgies, les sciatiques, la varicelle ou n'importe quoi, les entours, etc. Donc c'est difficile, d'autant que ces recommandations, elles sont évolutives et elles changent d'année en année. Et puis le niveau de formation des médecins généralistes est très variable. Et en général, dans les réunions de formation continue,
On voit toujours les mêmes médecins généralistes. Et ceux-là, habituellement, ils n'auraient pas besoin de venir, ils sont parfaitement formés. Et c'est ceux qu'on ne voit pas qui auraient besoin d'avoir un complément de formation. Et puis, pour les médecins, c'est le manque de temps qui limite la réalité de la décision médicale. En effet, la consultation médicale en France par un médecin généraliste est de 15 minutes et ça me paraît déjà pas mal. Je pense que c'est en réalité beaucoup moins. Et il y a une étude qui a été faite montrant le temps de parole qu'on laissait au malade avant de lui couper la parole, et c'est 17 secondes. Et donc on voit que les recommandations qui mettent l'approche holistique, la prise en charge globale, la décision médicale partagée, bon, j'ai quelques doutes là-dessus. Et tout ça, ça conduit à l'inertie thérapeutique. Parce qu'il est évident que si il est 19h, il faut que vous avez un dîner chez vous le soir, vous avez encore une salle d'attente où il y a 10 personnes, et vous voyez votre malade qui n'est pas aux objectifs, il est sous metformine, sulfamide. Bon, il a une hémoglobine à 8,5, alors il y a deux choses. Ou bien vous changez son traitement et vous allez le passer à l'insuline. Ben alors là, ça va vous prendre 1 heure. Ou bien vous lui dites, ben finalement, c'est pas si mal, on reverra ça dans 3 mois. Qui ne l'a pas fait? Et du côté des malades, bien, il y a un défaut d'observance et d'adhésion thérapeutique qui est évidente. Toutes les études montrent que dans les affections qui ne comportent pas de symptômes, qui sont des maladies de protection, qui visent à protéger le malade des complications cardiovasculaires, donc la prise en charge de l'hypercholestérémie, de la pression artérielle, de la glycémie, en moyenne, 50% des patients ont arrêté leur traitement au bout de 6 mois. 50%. Et donc, il faut créer le symptôme. Et créer le symptôme, c'est de proposer au malade, d'une part, de contrôler ses glycémies capillaires, parce que là, il verra qu'il n'est pas bien contrôlé, et notamment qu'il prenne sa pression artérielle avec une automesure. Et puis, il y a d'autres facteurs qui interviennent. Je ne vous fais pas de dessin. La crainte de l'insuline des patients. Si vous lui dites on va passer à l'insuline, il va vous répondre mais alors je suis bientôt mort. Il faut beaucoup de patience et de persuasion. Et puis, encore une fois, chez les patients précaires, l'immédiateté dans la gestion de la survie est prioritaire. Et si vous essayez de lui expliquer que dans 15 ans, il risque de faire des complications diabétiques, mais 15 ans, pour lui, c'est une éternité, et ce n'est pas du tout comme ça qu'il voit sa vie. Voilà. Alors, il y a aussi la barrière de la langue et les croyances socioculturelles, et c'est surtout le cas en France, parce que je parle que de ce que je connais, c'est le problème des migrants. Des gens qui sont diabétiques, qui arrivent en France, qui ne parlent pas le français, et pour lesquels il y a une prise en charge qui est très difficile, et avec des obstacles administratifs qui sont très difficilement surmontables. Alors, les associations caritatives, Médecins sans frontières, Médecins du monde, d'autres font beaucoup, mais rien n'est facile en ce domaine. Et là aussi, ces constatations évidentes font qu'il y a des difficultés dans la mise en œuvre des recommandations pour la prise en charge du diabète. Alors, pour résumer, les recommandations internationales sont parfaites. Elles sont parfaites pour obtenir un bon pronostic, pour améliorer la qualité de prise en charge des patients diabétiques de type 2, mais elles sont mal connues, elles sont souvent complexes, elles sont évolutives selon les résultats des grandes études, parce que si après-demain, comme le montre un nouveau médicament dont va vous parler Jean-Louis Schinger, le tircétrapide, avec ça, on diminue par 3 les complications cardiovasculaires, elles vont être complètement remaniées. Elles sont difficilement applicables partout et donc elles sont insuffisamment appliquées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette situation? Eh bien, il faudrait, en théorie, donc, que ces recommandations soient utilisées par tous et pour tous. Mais malheureusement, cet objectif n'est pas atteint pour les multiples raisons que je vous ai exposées, dont le coût des soins n'est pas le moindre. Et le degré de précarité et de pauvreté doit absolument être pris en compte pour les personnes dont les soins s'avèrent trop coûteux ou s'ils ne sont pas pris en charge.
Et donc, des progrès considérables restent à faire pour que l'ensemble des diabétiques du monde accèdent à ces soins médicaux en accord avec les recommandations. Et donc, pour terminer, là, je suis très fier parce que je retrouve finalement la phrase, sans qu'on se soit concerné, avec Louis Monnier, pour vous dire que ce qu'il faut, c'est que les recommandations soient appliquées aux pays et aux patients, car l'inverse n'est ni possible et ni souhaitable. Et je vous invite tout de même à télécharger la prise de position de la SFD, qui a été publiée en 2021 et qui est disponible sur le site de la SFD, parfaitement téléchargeable en accès libre. Je vous remercie beaucoup.